Bienvenue tout le monde, autant en présentiel, c'est-à-dire au Centre La Palme, sur la rue Lafont. Bonsoir les candidats, candidates du Vieux-Rosemont. Bonsoir les gens à la maison ou en ligne avec webtv.coop. Et dans la salle, on est plus de 50 personnes, soit en ligne ou en la salle, actuellement pour cette deuxième soirée, cette deuxième partie de deuxième soirée des soirées électorales dans Rosemont. Bref, grosso modo, la CDC de Rosemont, je suis le directeur de la CDC de Rosemont, Denis Leclerc. La CDC, c'est la Corporation de développement communautaire de Rosemont. On organise 3 soirées d'échange avec tous les candidats qui se présentent aux élections municipales, que ce soit à la mairie d'arrondissement ou dans les districts, les différents districts du quartier. Donc, jeudi dernier, il y a eu Marie-Victorine dans l'Est de Rosemont. Ce soir, il y a eu dans la première partie Étienne Desmarteaux. Et ce soir, en finale, on fait le Vieux-Rosemont. Et demain soir, c'est les candidats à la mairie d'arrondissement. Merci d'être là nombreux, nombreuses. Merci aux candidats de vous prêter au jeu. Madame Corriveau de Transition Montréal, Monsieur Demers-Dubé de Projet Montréal et Madame Pintal d'Ensemble Montréal. Il y a une 4e candidate dans la circonscription, Endri Ankar-Ago de Futur Montréal, qui est malheureusement pas là ce soir. Donc, on va être 3 candidats-candidates à faire l'échange. Je vous explique rapidement comment ça va fonctionner. C'est relativement simple. Il y a 4 parties à la soirée. Dans un premier temps, on donne la parole à chacun des candidats-candidates 2 minutes et demie pour se présenter ou présenter son parti. Bref, c'est le pitch de vente classique que les candidats et candidates ont à faire. Ils connaissaient d'avance le déroulement de la soirée. Par la suite, je vais poser une seule question au nom de la CDC qui va être connue quand je vais la dire, mais les candidats la connaissent depuis quelques jours, donc ils ont su bien se préparer pour rentrer dans les 3 minutes qu'on leur a donné pour répondre à la question à 2 volets. On verra s'ils respectent les consignes. Ensuite, on ouvre à la salle. Donc, la salle, c'est vous, c'est les gens en ligne. Donc, c'est possible de tenter votre chance pour poser une question. Il y a un petit panier ici avec déjà beaucoup de couleurs et beaucoup de questions. Si vous avez le goût de poser une question, levez la main et Jessica ou Nicole à l'arrière vont s'approcher de vous pour vous donner le papier, le crayon pour écrire. Et si c'est en ligne, ben c'est pas compliqué, c'est qu'il y a un chat actuellement en ligne. Donc, écrivez votre question et ma collègue Magali va prendre ça en note et on va me l'acheminer ici. Je vais piger au hasard. On verra tout à l'heure dans le détail comment ça va se passer, là, mais on espère poser un maximum de questions, mais avoir les questions qui sont là ce soir, on ne réussira pas à passer au travers. Donc, sans plus tarder, on commence. Je gère le temps de façon fluide, de façon souple, mais si je dis en guise de conclusion, ça veut dire qu'il vous reste 10 secondes. Et si je vous dis merci, c'est fini. Et si je vous dis merci beaucoup, c'est vraiment fini. Ça va? Donc, on commence. On commence avec la présentation des candidats-candidates. On a tiré au sort cet après-midi de façon très sérieuse et la gagnante de cette partie, c'est Mme Corriveau de Transition Montréal. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Leclerc, pour l'invitation. Merci à la CDC. Puis merci vraiment d'être là. C'est super intéressant de vous voir présent arriver. Donc, pour ma petite bio, j'habite le quartier depuis 10 ans avec mon conjoint, mes 3 enfants. Je travaille en insertion socio-professionnelle et en économie sociale dans le district du Vieux-Rosemont depuis maintenant 20 ans. Pour ceux qui connaissent, je travaille à Proprès, une entreprise dans le quartier. Je suis directrice à l'insertion à Proprès. Quand ça fait 25 ans, parce que, bon, on trahit mon âge, là, mais j'approche de la cinquantaine, qu'on travaille auprès de personnes exclues et marginalisées, et là, quand j'ai annoncé à mon réseau que je voulais me présenter en politique municipale, c'est sûr qu'il y a eu une grande question. Pascal, tu travailles avec des gens. Pourquoi tu t'intéresses aux affaires municipales? Donc, premièrement, c'est là que je me suis rendu compte que je pense qu'on avait oublié un des points importants. Le poste de conseiller de ville, c'est supposé d'être le niveau de gouvernance le plus proche des gens, le plus ancré dans sa communauté. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une continuité de ce que je fais. Donc, j'aime travailler à l'inclusion, à ce que chaque personne ait sa place dans la communauté, peu importe sa situation économique, son milieu de résidence. Donc, pour moi, le poste de conseiller de ville, c'était ce qui était le plus logique et lié à ce que je fais. Quand je me présente aussi comme conseillère de ville, pour moi, le Vieux-Rosemont, c'est un quartier pluriel. Vous allez me l'entendre dire souvent.
Donc, c'est un quartier où est-ce qu'il y a des gens de tout horizon qui y vivent. Pour moi, c'est important qu'il demeure inclusif, pluriel, accessible pour tout le monde. C'est ce que je veux travailler avec les gens qui l'habitent, que ce soit les organismes, les citoyens, les commerçants. Donc, il faut qu'on trouve... Il y a des défis qui se prêtent dans le Vieux-Rosemont. On va en parler tout à l'heure. Il faut qu'on se mette en mouvement, qu'on vienne à l'écoute et qu'ensemble, on trouve des solutions. Merci, Mme Corriveau. Monsieur Olivier Demers-Dubé de Projet Montréal. Bonsoir. Merci pour l'invitation, M. Leclerc. Puis je vais me joindre à Mme Corriveau pour vous remercier, tout le monde, d'être ici. Je me présente à vous ce soir physiquement pour la première fois, si on ne s'est pas déjà croisé en porte-à-porte, quoique au visage que je vois, il y en a quelques-uns. Je m'appelle Olivier Demers-Dubé. Je suis un entrepreneur et un professionnel de l'environnement depuis près de 15 ans. J'ai passé toute ma carrière dans l'action, que ce soit en technologie propre, en entrepreneuriat social ou en économie circulaire, et j'ai travaillé pour notre sécurité et notre autonomie alimentaire et l'adaptation de celle-ci au changement climatique. Essentiellement, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec et pour les groupes communautaires, les entrepreneurs, les agriculteurs et les conseils de bande des Premières Nations avec qui j'ai eu la chance de travailler. C'est même ici, dans le Vieux-Rosemont, ma 4e et maçon, que j'ai lancé mon entreprise, Écosystème alimentaire urbain, en partenariat avec l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois à quel point la politique municipale, ça pouvait être un vecteur de changement fort pour faire face aux enjeux les plus pressants de notre temps. J'ai tellement été inspiré à l'époque par le leadership de François Croteau et de Projet Montréal que j'ai failli me présenter aux élections de 2013 pour Projet Montréal dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Mais j'ai pris un petit détour de 13 ans pour lancer mon entreprise. Puis après, comme directeur des programmes d'innovation à la Zone Agtech, j'ai eu le privilège de développer des stratégies nationales pour l'adoption de solutions innovantes pour le compte du MEI, du MAPAC, du MAMACH, d'Hydro-Québec, de Sobase, de Cascade et l'Agence spatiale canadienne. Bref, après 15 ans passés du côté de l'entrepreneuriat social et de l'innovation technologique pour la sécurité puis l'autonomie alimentaire, je souhaite plus que tout m'investir dans ma communauté de Rosemont-la-Petite-Patrie, mettre mon énergie, mon expertise au service des projets prioritaires pour le Vieux-Rosemont. Et si je suis élu, je m'engage à accélérer la transition socio-écologique et d'en faire un moteur de qualité de vie pour les Montréalaises et les Montréalais, positionner l'entrepreneuriat et le développement économique local comme piliers de la vie de quartier, de consacrer plus de pouvoir et d'outils de gouvernance aux citoyennes et aux citoyens à travers une démocratie participative locale renforcée et à promouvoir un leadership de vision, d'action, mais surtout d'empathie. Merci, M. Demers-Dubé. Madame Laurel Pintal. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, M. Leclerc, de nous accueillir et merci aux candidats également et candidates avec qui j'ai le grand plaisir de partager les préoccupations qui m'habitent. En fait, la question que certains se posent, si vous connaissez mon CV, qu'est-ce qu'une femme de culture vient faire en politique municipale? On pourrait poser la même question quand j'ai décidé de me présenter pour le PQ dans Verdun en 2014. Pour moi, l'art et la politique, ça se ressemble beaucoup. En fait, j'ai toujours dit que l'art était politique et que la politique, c'est de l'art. Et tout simplement parce que, à travers toutes les expériences que j'ai accumulées depuis 50 ans de carrière, 50 ans à Montréal et également 20 ans dans Rosemont, fière rose patrienne, je me suis rendu compte que, au-delà de la politique à l'échelle nationale, quand on avait des problèmes au niveau du municipal, et c'est ce que j'ai connu depuis que je suis dans Rosemont particulièrement, les seules personnes à qui on pouvait vraiment s'adresser, c'est le niveau municipal. L'expérience que j'ai accumulée au niveau aussi d'un entrepreneurship, étant donné qu'on a l'impression, comédienne, metteur en scène, animatrice, réalisatrice télé, ça c'est mon background. Mais en même temps, j'ai eu aussi l'occasion de faire partie de groupes de fondations, d'organismes communautaires, mais d'organismes également au service de la culture. Je vais vous donner simplement l'exemple du partenariat du quartier des spectacles. Le partenariat a débuté il y a 25 ans pour faire en sorte que ce quartier-là s'améliore et devienne un lieu de mixité sociale, économique, culturelle et qui permette à Montréal de briller sur une scène nationale, mais aussi sur la scène internationale. C'est un modèle qui est très, très particulier et qui est parti des citoyens, qui est parti des gens qui vivaient ou travaillaient dans le quartier des spectacles.
J'ai aussi été présidente du conseil d'administration de la vitrine culturelle de Montréal, qui mettait notamment, rendait la culture accessible aux plus démunis, tout en faisant la promotion de cette culture, encore une fois, à une échelle métropolitaine, nationale ou internationale. Ce sont des expériences au niveau des conseils d'administration également, parce que quand on occupe une fonction comme celle que j'ai occupée pendant 32 ans, directrice générale et artistique du TNM, le mot général veut dire aussi que la gestion est extrêmement importante. Alors, on se retrouve dans des comités d'économie, de commerce, la Chambre de commerce pour ne pas le nommer, mais aussi d'autres conseils d'administration où cette consultation et ce lien avec la communauté deviennent primordiales. Sinon, on ne peut pas agir. Alors, évidemment, pourquoi je me présente? La raison fondamentale, c'est la culture. Maintenant, il ne faut pas croire qu'une fille de culture ne fait que de la culture. Une fille de culture peut compter, peut organiser, peut écouter, peut agir. Et c'est bien mon intention. Pourquoi Ensemble conclusion, Montréal? Madame Déjà. Pétal, déjà. Mais je tiens quand même à dire que pourquoi Ensemble Montréal? C'est parce que, selon moi, Soraya Martinez a été la première, lorsqu'elle s'est présentée candidate à la mairie, à proposer une politique culturelle, à parler de culture et à arriver avec des actions concrètes, autant pour les artistes, les organismes culturels, que pour l'accessibilité et la démocratisation de tous les publics. C'est mon ma première ambition en me présentant. Maintenant, Rosemont, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la fameuse question que je vous ai envoyée à l'avance. C'est relativement simple. C'est une question en 2 volets. Vous avez chacune 3 minutes pour y répondre. La première question, c'est quoi l'enjeu principal dans Rosemont pour vous, dans le vieux Rosemont encore plus? Donc, la priorité, selon vous, ce serait quoi? Et ajouter une deuxième puis une troisième. Parce que des fois, il y a une unanimité sur la première, fait qu'on peut distinguer avec la deuxième, troisième. Et le deuxième volet, qui est possiblement le plus important, c'est concrètement, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces priorités-là ou ces enjeux-là? Donc, on va entendre du concret, puis vous pouvez sortir aussi de votre programme de parti, puis être davantage au niveau local dans le Vieux-Rosemont. À partir de maintenant, il n'y a plus d'ordre de parole. Donc, en fait, vous me regardez, vous vous lancez, puis c'est parti. Qui veut commencer? Allez-y, Mme Corriveau. Ah, on a commencé ça, nous autres, on va faire... Donc, on est parti. Oui. Dans le district du Vieux-Rosemont, pour moi, c'est un district qui est pluriel, je vous l'ai dit. Quand on s'assoit au milieu d'un parc, ce qui est merveilleux, on va y retrouver des personnes qui vivent en condo, des personnes qui vivent dans des logements, des personnes âgées, des étudiants, des sans-abri aussi. On va y retrouver des gens aussi qui vivent dans des maisons unifamiliales. On a de tout dans le Vieux-Rosemont. Tout le monde est là. Ça teinte mes 3 priorités. Priorité numéro 1, le logement et l'itinérance. Priorité numéro 2, travailler sur une mobilité fluide, multimodale. Priorité numéro 3, le vivre ensemble et le communautaire. Si on y va avec le logement dans le Vieux-Rosemont, personne devrait avoir peur de perdre son logement parce qu'il y a une baisse de revenus, parce qu'il est travailleur indépendant puis les clients reportent leur paiement ou parce qu'ils ont peur que le propriétaire il vienne vendre son bloc puis il a peur d'être évincé. On ne devrait pas avoir peur de ça dans le Vieux-Rosemont. Ce que je propose, c'est des banques d'aide au logement quand on vit une baisse de revenus pour pas perdre son logement. Du soutien aux organismes qui viennent en aide directement aux personnes en itinérance, mais ceux aussi qui font la promotion et la défense de droits au logement. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir garder nos locataires, nos logements. Il faut aussi taxer l'inoccupation au niveau des bâtiments et des terrains. Puis, je vais aller sur les autres, on voulait du concret. Si on y va pour le transport intermodal, si vous prenez la carte du district du Vieux-Rosemont, on n'a pas de métro dans le Vieux-Rosemont. Ce qui veut dire qu'on se rend en métro, à pied ou en autobus. Si on reprend encore la carte, la desserte d'autobus est très inégale selon comment et où on habite dans le district. Donc, on a des autobus, oui, qui circulent bien quand même. Sur Saint-Michel, on pourrait avoir une voie réservée, mais pourtant, on a une 25 qui est encore sur un horaire de parc industriel. Donc, elle passe la semaine et seulement en heure de pointe. La fin de semaine, on fait quoi? On le sait pas. Après, il y a la vie, le déplacement à pied. Il faut augmenter les bancs de parc quand on a à faire des longs déplacements pour pouvoir se reposer, plus de lampadaires pour de sécurité, de la lumière. Et aussi, il faut protéger la cohabitation de tous ces modes-là. Et je pense spécifiquement à la rue Molson, entre Masson et Saint-Joseph,
où se croisent autobus, autos, piétons qui essayent de sortir et traverser, et la piste cyclable. Il faut protéger et augmenter la sécurité. On est en plus aux abords du parc Pélican. Ça, c'est pour les enjeux de transport. Si on arrive à vivre ensemble dans le Vieux-Rosemont, on aime nos festivals dans le Vieux-Rosemont, nos activités. Peu de gens réalisent qui reposent sur des petites organisations et beaucoup de bénévolat. Il faut soutenir ces petits festivals-là. Il faut donner une vitrine culturelle aux artistes locaux. Donc, pour nous, on propose une création d'un portail culturel directement sur le site de l'arrondissement pour que ce soit facile d'être mis en lumière et de trouver les activités. Et on propose aussi de sortir du marché lucratif, spéculatif des immeubles pour pouvoir offrir des locaux de pratique aux artistes et aux OBNL aussi qui ont de la misère à se loger si on veut qu'ils puissent rester dans le quartier. Merci, Mme Corriveau. Qui veut se lancer? Allez-y, Mme Pintal. Je suis toujours étonné d'entendre des actions qui seraient posées et qui ressemblent tellement au programme d'Ensemble Montréal que je vais faire du pouce sur le premier objectif, en fait. Il y en a 3, mais je vais commencer par le plus large et c'est toujours, encore une fois, sur la base culturelle. C'est-à-dire que Soraya Martinez s'est engagée à investir, et là je vais parler d'argent, au moins 3 millions pour diffuser encore plus de culture dans tous les quartiers. Il y a des arrondissements qui fonctionnent bien culturellement, mais il y en a d'autres qui sont pauvres. Et pas pauvres au niveau de la créativité des citoyens et des citoyennes, mais au niveau des organismes ou de l'organisation sociale pour permettre un meilleur accès à ces organismes culturels, notamment les fêtes de quartier. Elle s'est engagée à augmenter l'offre à 1,5 million pour permettre justement aux petits organismes communautaires de mettre en valeur le talent local. Moi, c'est ça qui m'importe, parce que je vois à quel point il y a du talent dans Rosemont et particulièrement dans le Vieux-Rosemont. Il y a également des partenariats entre les districts et les arrondissements. Rémi en a parlé tout à l'heure et je suis très pro cohabitation avec les districts pour qu'on puisse justement se promener d'un endroit à l'autre, de la Maison de la Culture qui n'est pas sur le territoire du Vieux-Rosemont, mais qui, elle, a vraiment besoin d'être, selon moi, revampée, architecturalement parlant, mais aussi au niveau d'une programmation. Et les montants d'argent sont là aussi pour soutenir les gens qui y travaillent. On va parler des artistes qui parfois sont malheureusement sous-payés, mais on va parler aussi des ressources, des gens qui y travaillent et qui ne gagnent pas bien leur vie. Alors c'est pour aider justement les ressources humaines que ces montants-là seront octroyés. La promotion, on a parlé d'un portail, mais on n'est pas loin de la même solution pour avoir un portail qui permettrait justement de savoir qu'est-ce qui se passe culturellement parlant et aussi pour moi, la culture, c'est le meilleur lien social. C'est vraiment l'endroit où on peut se rassembler, discuter et aussi permettre à... On parle de violence chez les jeunes, on parle d'itinérance, on parle de problèmes sociaux. Mais la culture, si on exerce bien cette action possible citoyenne, elle permet justement d'amoindrir ce qui nous apparaît comme étant des problèmes sociaux vraiment très importants. Favoriser des partenariats aussi, et ça, je trouve ça intéressant, c'est des appels à projets. Moi, il y a des gens qui me disent, j'ai présenté un projet culturel, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Depuis 8 ans. Il n'y a personne qui me répond. Alors, les paliers sont tellement là, c'est tellement lourd pour au moins parler à une personne et espérer avoir un mini-financement. Alors là, on s'engage à investir pour permettre justement des dépôts de projets, qu'ils soient étudiés et on espère qu'ils soient aidés aussi financièrement pour le bien-être des citoyens. Il faut encourager les arrondissements à développer et à maintenir ce dynamisme local et on peut toujours rêver qu'il y ait un endroit où il y aurait un festival Vieux-Rosemont. Un endroit, 1 fois par année, 2 fois par année, où on retrouverait justement toutes les forces vives de la création. Maintenant, si on veut un projet beaucoup plus concret, moi, en ce moment, je circule sur la rue Masson. Sincèrement, la rue Masson, c'est probablement la rue que j'aime le plus dans Vieux-Rosemont. Elle est une rue en devenir. En fait, c'est très beau ce qu'on a commencé à faire à partir de Molson jusqu'à la 10e avenue, par exemple. Mais que se passe-t-il entre la 10e avenue et Pie-Neuf? Vous le savez, il y a un projet d'aqueduc important qui va commencer en 2026. Alors évidemment, c'est le genre de discussion que j'ai avec des associations de commerçants, avec des résidents, et les gens qui y vivent
notamment près des places. Il y en a qui connaissent conclusion, les quais Madame maçons, Pintal. il y en a qui connaissent les espaces bonheur maçon. On a besoin de revitaliser cet axe-là et j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement, encore une fois, si vous me permettez de répondre à vos questions. Et bien sûr, le logement, bien sûr, la propreté, bien sûr, l'itinérance, mais tous les partis en parlent. Alors, il y a un Merci. moment où il faut Merci, se Madame dégager Pintal. de ces préoccupations et les régler une fois pour toutes. Merci, Monsieur Demers-Dubé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfait. Donc, les priorités pour la ville, pour Projet Montréal, sont claires. C'est le logement, c'est l'itinérance, puis c'est le transport collectif. Dans Rosemont-la-Petite-Patrie, on est entièrement aligné là-dessus. Mais maintenant, laissez-moi vous parler peut-être des 4 prochaines années pour le district du Vieux-Rosemont spécifiquement. Et pour moi, les 3 piliers sont les suivants. Une mobilité exemplaire, un tissu social renforcé et une promenade maçon ambitieuse et renouvelée. Donc, au niveau de la mobilité, pour moi, ce que ça veut dire, ma plus grande priorité, c'est la sécurisation autour des parcs et des écoles. Ce que ça veut dire de façon très concrète, c'est une circulation qui est apaisée pour que tous nos parcs et toutes nos écoles puissent devenir des micro-cœurs de quartier autour desquels on se sent bien et autour desquels on peut bâtir. La deuxième chose, c'est impératif de désenclaver le Vieux-Rosemont, et là-dessus, je rejoins ma collègue Corriveau. Ça prend une approche intégrée en mobilité durable, à commencer, je vous en prie, par le transport collectif. On a une 47 maçon qui est déficiente, il faut augmenter sa fréquence, il faut en faire une express, et il faut la ramener à être connectée au métro P9 comme elle l'était auparavant. C'est prioritaire pour la vitalité de l'artère et des riverains des deux côtés. La 25 Angus aussi, on en parlait, on s'engage à faire les représentations nécessaires pour augmenter le service la semaine et la fin de semaine, bien évidemment. Un tissu social renforcé, pour moi, ça veut dire principalement 2 choses. Ça veut dire un soutien augmenté aux organismes communautaires à travers des projets qui sont structurants. Et ça veut dire de compléter un chantier qu'on a commencé à Projet Montréal, à savoir le chantier sur la participation citoyenne, qui va aboutir à un renouvellement d'une démocratie locale au sein de l'arrondissement avec une participation qui est accrue pour les citoyens, citoyennes et les groupes locaux pour qu'ils puissent prendre part aux décisions et qu'il y ait un mécanisme de suivi dans l'application de ces décisions-là et des budgets. Et finalement, maçon. Maçon, ça fait 3 ans qu'on travaille un projet ambitieux. C'est pas seulement le remplacement des aqueducs souterrains qui datent de 1905. C'est une vision renouvelée pour toute l'artère commerciale de la 2e à la 17e avenue avec des trottoirs doubles, avec des placettes permanente pour favoriser les happenings et l'art de rue. C'est un quai maçon aussi qui est pérennisé. Et au bout de Maçon à P9, on s'est engagé à rouvrir à l'année en fait l'accès au jardin botanique pour que toutes les citoyennes et citoyennes de Rosemont, du Vieux-Rosemont, puissent profiter de ce parc qu'on a qui est absolument magnifique. Et pour l'entre-deux, par osmose, moi je m'engage à mettre en place une stratégie de développement, de redéveloppement économique pour l'Est de Masson qui va être fondée sur une économie locale et surtout sociale. Merci. C'est dans les temps, merveilleux. On va maintenant passer à la période de questions et il y en a beaucoup, il y en a 17. Et on n'aura donc pas le temps de toutes les faire, donc je vais faire une pige au hasard, mais pour assurer une diversité de questions, je vais me permettre de les survoler pour s'assurer qu'il y a une diversité de sujets abordés et qu'il y a aussi une diversité de gens qui posent des questions au niveau du genre puis de la diversité. Donc, on va commencer, c'est parti. La première, ça va vraiment être au hasard, là, je ne regarde pas là, le grand stress. Là. Oh, une petite rose. Monsieur Serge Leclerc, le thème pour une improvisation de 1 minute. Donc, en fait, les gens ont 1 minute pour poser la question. Et les candidates, c'est en comparé, hein, c'est pas évidemment... en comparé, 1 minute et demie chacun, vous devez répondre à la question de la personne. Et comme il y en a plusieurs, on va essayer de le rouler rondement, ce qui fait que je vais laisser tomber. Là, en conclusion, je vais vous dire merci. Hein? On va aller plus rapidement. Donc, Monsieur Leclerc, le thème « Problème alimentation ». Oui. Donc, avant de poser ma question, je vais expliquer un fait qui est arrivé, que ça a inspiré ma question. À un moment donné, je me promenais dans le parc Pélican
et j'ai vu Luc Corbin et ainsi que Pascal prendre le temps, dans le bout du frigidaire communautaire, de s'asseoir avec les itinérants. S'asseoir avec ceux qui ont des problèmes alimentaires pour comprendre leur situation. Donc, la question qui tue aux deux autres candidats, évidemment... Serge, je te demanderais juste d'attendre le micro parce que ton micro ne fonctionne pas. On va donc enchaîner avec un micro sans fil. OK. Est-ce que maintenant vous m'entendez bien? Excellent, merci. Bon. Donc, la question qui tue... Donc, j'explique si vous avez été compris tantôt que j'avais vu Mme Pascal Corriveau ainsi que Luc Corbin prendre le temps de porter attention aux plus démunis de notre société. Donc, la question aux deux autres candidats, et évidemment, un droit de réplique à Pascal, est-ce que vous avez été les voir, ces gens-là? Vous asseoir avec eux autres? Écoutez qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Est-ce que vous l'avez fait, vous? Ou s'il y a juste Luc Corbin et Pascal qui ont osé avoir le cœur de le faire? C'est ça ma question. Merci, M. Leclerc. Donc, la question est relativement simple, c'est est-ce que vous l'avez fait, rencontrer des gens et tout? Il reste 2 semaines encore aux élections. On vous laisse chacun une minute. J'ai ça comme programme, c'est d'aller. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte et aucune hésitation d'aller sur place pour rencontrer ces gens-là. On le sait que l'itinérance, c'est un problème crucial et dans Rosemont de plus en plus. Alors, on les entend, ces problèmes-là, mais quand on sera élu, vous pourrez nous reposer la question et vous pouvez être assuré qu'on va dire oui. Merci. Qui veut répondre? Ben, je vais y aller. J'ai compris frigo communautaire, fait que j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de questions de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de précarité. À ça, moi, j'aimerais répondre que ça fait 15 ans que je travaille en sécurité puis en autonomie alimentaire, puis que des projets consultatifs, j'en ai porté des dizaines à l'échelle du Québec. Oui. Serge, je te laisserai, s'il vous plaît. Serge, tu as eu l'occasion de poser ta question. On laisse l'occasion maintenant au candidat de répondre. Donc, ce que j'ai fait durant toute ma carrière, c'est de m'asseoir avec les gens qui étaient dans le besoin d'un point de vue de l'alimentation. J'ai porté des projets avec des groupes communautaires à Gatineau, dans le Grand Nord du Québec, auprès des communautés des Premières Nations, au Lac-Saint-Jean, dans le centre du Québec, dans l'est du Québec, en Afrique de l'Ouest, en Europe. Je suis très conscient de ce que ça représente, une précarité alimentaire et de comment on s'assoit ensemble pour créer pour bâtir des solutions, non seulement au niveau de l'approvisionnement, mais au niveau de la production alimentaire aussi. Et à ça, j'aimerais dire que moi, je suis très fier de me présenter dans le Vieux-Rosemont parce que je pense que le Vieux-Rosemont, on a parmi les organismes communautaires les plus actifs et qui ont le plus grand impact sur la sécurité et l'autonomie alimentaire du quartier, voire de l'île de Montréal. Je pense à Bouffe Action Rosemont principalement, qui nourrit 2500 familles par semaine. Et moi, je m'engage à soutenir le développement du nouveau pôle alimentaire de Bouffe Action Rosemont pour qu'il double sa capacité de nourrir ces familles. On s'engage aussi à Projet Montréal à soutenir la soupe populaire, le resto populaire de Rosemont, qui est à la veille, si tout va bien, d'avoir pignon sur rue sur Masson. En conclusion, M. Demers-Dubé. Et dès le jour 1 de notre administration, a lancé un PDCN, un plan de développement de communautés nourricières pour être sûr que toutes les forces vives en alimentation de Rosemont communiquent, mutualisent leurs ressources et augmentent leur impact et leur ambition. Merci. Mme Corriveau, voulez-vous commenter ou pas? Oui, en fait, je veux juste dire que j'étais là à la première partie. Il y aura, et je lance l'appel à tous les candidats, candidates dans Montréal, et c'est vrai dans le Vieux-Rosemont, et c'est vrai ailleurs dans Rosemont. S'il vous plaît, promenez-vous dans les parcs, promenez-vous le matin dans les stationnements. Je trouve que depuis le début de la rencontre, on a parlé d'itinérance quand les gens ont questionné, mais ils sont là. Des tentes, je m'excuse, mais on en voit, j'en croise tous les matins. Je vais garder l'intimité des tentes, mais je les croise tous les matins dans le parc à côté de chez moi quand je vais travailler. Mais ils n'étaient pas là au début de l'été. Ils commencent à s'installer. Donc, oui, on doit augmenter le financement, on veut le faire. On en a parlé avec la taxe pour les maisons unifamiliales de 3,5 millions. On veut aller chercher 20 millions d'argent supplémentaires pour aider les organismes qui viennent en aide, entre autres, au niveau de l'itinérance, avant la rue, pendant et après. Mais s'il vous plaît, je vous invite tout le monde à, peu importe qui sera élu,
allez vous promener, s'il vous plaît. Ils sont là, ils sont présents, puis ils sont nos concitoyens comme tout le monde. Merci, Mme Corriveau. Je vais survoler les questions, puis ça va chauffer, ça va chauffer. Donc, on va y aller avec une des questions concernant l'Église Sainte-Bibiane. Donc, Mme Pinchot. Oui, bonsoir. Alors, c'est ça, l'Église Sainte-Bibiane? Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Pas? Ça fonctionne, là? Oh, Ça là fonctionne, là, oui, ça excellent. fonctionne, là, Allez-y, bravo. Mme Pinchot, 1 minute pour Oui. votre question, Oui. incluant le préambule. Alors, l'église Sainte-Bibiane a été achetée par la Ville de Montréal et c'est passé devant le notaire le 10 septembre 2024. Donc, ça fait 1 an. J'en entends plus parler. La Ville a payé, on parle d'argent, là, qui ont besoin d'argent. Bon, la Ville a payé 2,5 millions pour une église. En principe, ça aurait été pour les itinérants, mais ça demanderait des investissements énormes pour convertir ça en logement. Alors, est-ce que vous, qui êtes présentement candidat dans le Vieux-Rosemont, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on veut faire de Sainte-Bibiane après 1 an? Là, moi, j'entends plus jamais parler de ce projet-là. Il y a eu beaucoup d'activités au début parce que les gens étaient contre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, là? Je pense que c'est ça le problème. Je vais me permettre de répondre. Allez-y, Parce lancez-vous. que, oui, parce que j'ai entendu, c'est la première chose dont j'ai entendu parler quand je me suis présentée comme conseillère de ville. Et je trouve ça assez aberrant quand même que la ville achète une église dans l'idée d'en faire une maison d'itinérants. Je viens d'entendre parler du VIH aussi, avec Monsieur Briand, pour le presbytère. Et il n'y a pas eu d'acceptabilité sociale, c'est ce que j'ai compris. Donc, il y a des résidents, il y a des écoles qui ont fait... Nous, on veut pas d'itinérants, puis on veut pas de gens à problème à proximité. Alors, depuis ce temps-là, c'est le silence radio. Hein, le Manitoba ne répond plus. Et là, ce que moi, j'ai entendu dire, c'est que ça allait probablement devenir un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Mais c'est exactement le symptôme d'une non-communication en ce moment entre Projet Montréal et les citoyens. On nous dit qu'ils font des consultations, on nous dit, mais c'est des informations qu'ils donnent. Alors, la vraie consultation, la vraie rencontre avec les citoyens, si elle existe, en tout cas, elle n'est pas prise en compte. Alors, bien sûr que c'est un des premiers dossiers auxquels je vais m'attaquer, parce que ça n'a pas de sens acheter des édifices. Et précédemment, pour Étienne Desmarteaux, on a parlé justement de nombreux terrains vacants qui appartiennent à la Ville de Montréal, des logements qui ne sont pas occupés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça depuis 4 ans, depuis 5 ans, alors qu'on est en manque vraiment important pour loger, que ce soit des itinérants, des gens qui ont moins de moyens, peu importe. Je veux dire, c'est comme laisser une ville un peu à l'abandon par rapport à ces problèmes qui nous arrivent tout à coup comme étant les plus importants, mais qu'on aurait dû régler il y a longtemps. Alors, je pense que peut-être qu'Olivier va pouvoir vous répondre sur l'église Sainte-Bibiane mieux que moi. Je me permets une sous-question, Mme Pintal. Qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit fait à l'église Sainte-Bibiane? Définitivement, moi, je l'ai pas dit, mais je me suis beaucoup engagée dans les causes des femmes, avec les fameuses notamment, et beaucoup pour des maisons, justement, d'accueil pour des femmes victimes de violences conjugales. C'est clair que pour moi, ça devrait être un refuge pour femmes victimes et enfants victimes de violences conjugales, et aussi un centre pour accueillir les hommes qui ont des problèmes de violence. Parce que la violence conjugale, c'est un problème de femmes, bien sûr, et d'enfants, mais c'est aussi d'où ça vient, ce mal-là. Alors, ce sera un centre social et communautaire formidable. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse le réaliser. Merci, M. Demers-Dubé. À la lumière de ce qui vient d'être dit, j'encourage Mme Pintal à se présenter pour Projet Montréal. Je pense qu'elle va avoir satisfaction dans ce qui a été accompli depuis un certain temps. Donc, l'Église, je pense qu'il faut se dire une chose. On est devant une crise de l'itinérance qui est sans précédent. Et moi, non seulement je ne suis pas gêné, mais je suis fier d'une administration qui, pour la première fois dans les 70 dernières années de l'histoire de Montréal, achète des terrains et des infrastructures pour régler les problèmes de crise de l'itinérance.
On nous accuse de faire pas d'improvisation. Moi, je parle plus d'agilité. Donc oui, la Ville de Montréal a acquis l'église Sainte-Bibiane. Le projet, dans sa mouture originale, a fait face à des comités citoyens et tant mieux. Tant mieux, c'est ça la démocratie citoyenne, c'est ça la démocratie participative. L'administration a été à l'écoute, le projet a évolué. Et la raison pour laquelle, simplement, on entend moins parler depuis 1 an, c'est parce qu'il y a des parties prenantes qui sont autour de la table, le CIUS notamment et le Chaînon, qui sont en train de faire un montage financier pour que justement l'Église de Sainte-Bibiane réponde à tous les critères maintenant qui ont été mis en place suite aux consultations et aux participations citoyennes, à savoir notamment un maximum de 30 personnes qui sont logées, des services continus, donc pas seulement des services de jour, mais des services 24 heures sur 24, une proximité puis une sécurité aussi avec le quartier, puis tous les services connexes qui doivent être offerts pour répondre à cette sécurité-là. Donc nous, devant la crise de l'itinérance et tout ce qui vient avec, on agit, on achète des terrains, on s'adapte aux conditions nécessaires et on met en place des projets avec un leadership qui est fort, puis une vision qui est empathique. Merci. Madame Corriveau? On est présentement dans le centre La PAM, qui regroupe plein d'organismes communautaires avec une immense expertise. Je crois que c'est important quand on veut installer une ressource en itinérance, de l'hébergement, quand on veut installer une nouvelle chose, de partir de la base, de faire affaire avec l'expertise locale et dire comment on va faire ça tout le monde ensemble pour réussir à avoir l'acceptabilité sociale. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui dorment dehors. Il va falloir qu'il y en ait dans notre quartier à un moment donné de l'hébergement pour les personnes itinérantes. C'est inévitable. Cette fois-ci, il faut le faire en partant de la base, en transparence, en communication continue pour que ça soit pas arrivé comme une boîte à surprise et qu'on se retrouve avec pas de projet 1 an plus tard. C'est merveilleux s'il y a un centre qui s'ouvre, un centre communautaire. Je veux juste dire que ça sera sûrement pas pour femmes victimes de violences parce qu'habituellement, on garde l'anonymat. Donc, j'espère qu'on vient pas de spoiler l'affaire puis qu'on vient d'enlever des places pour des femmes victimes de violences parce que ça demeure habituellement 100% anonyme pour les protéger. Donc, je suppose que ça sera un autre type de ressource. Peut-être oui pour les femmes, mais je veux juste aussi qu'on fasse attention à ces aspects-là. Et allons-y, s'il vous plaît, en partant de la base, transparence, transparence, transparence. Merci, Madame Corriveau. On va enchaîner avec une question du web. Audrey Labelle, une question... Non, pardon, Audrey Lassalle. Ou Labelle. Les deux sont possibles, là, le S et le B se rapprochent. En loisir communautaire, c'est le thème de la question. C'est quelle est la place du loisir communautaire dans votre vision politique et quelles actions concrètes pour soutenir son développement? Donc, une question sur votre position, vos engagements à l'égard du loisir communautaire. Qui veut se lancer? Je me permets. Allez-y. Revenir sur un des engagements de Ensemble Montréal, c'est les partenariats, justement, entre les maisons de la culture et des diffuseurs à but non lucratif et de contribuer au moins au financement, là, c'est 25% là, qui est annoncé pour financer le coût de leurs activités. Alors, je pense que le loisir communautaire, c'est... Moi, évidemment, je crois beaucoup aux troupes amateurs, mais il y a plein d'aspects au loisir communautaire. Et c'est encore là un endroit de sociabilisation et d'intégration à la vie de Vieux-Rosemont, par exemple. Donc, il y a déjà des engagements qui ont été pris. Et je me permets aussi de dire, parce que j'ai moins élaboré sur l'itinérance, mais Soraya Martinez-Ferrada a quand même annoncé des programmes importants pour contrer l'itinérance et se permettre justement des logements transitoires ou des logements plus durables. Mais au départ, s'il y a campement, puis en ce moment, vous dites qu'il y en a dans Vieux-Rosemont, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas le temps de s'implanter et qu'on ait le temps, avec des assistés sociaux et des gens qui sont formés pour les aider, de les amener rapidement à ne pas vivre dans la rue et à se retrouver abrités dans des logements. Mais la meilleure chose à faire, c'est des collaborations pour permettre justement à ces loisirs-là d'être financés au niveau des dépenses qu'ils ont à rencontrer. Alors, les partenariats entre des diffuseurs à but non lucratif et les maisons de la culture. Merci. Qui veut se lancer, Mme Corriveau, M. le maire Dubé? Allez-y, Mme Corriveau. Bien, on est
situé en dessous du centre de loisirs Angus Bourbonnière. Donc, le loisir, je crois que c'est important dans le Vieux-Rosemont. On est chanceux. On a aussi la Petite-Côte qui, tu sais, géographiquement, on est perdu des fois, là, mais c'est aussi dans le Vieux-Rosemont, la Petite-Côte. Donc, je pense que c'est primordial aussi pour la jeunesse. Oui, je vois un point d'interrogation, mais j'ai été surprise, moi aussi, pour la Petite-Côte, c'est dans le Vieux-Rosemont. Puis, donc, c'est essentiel de continuer de le soutenir au niveau des villes. Il y a des beaux partenariats ici avec le Centre La Palme qui offre l'immeuble de la collaboration. Il faut continuer ça. Quand je regarde, je reviens sur ma carte du Vieux-Rosemont. Par contre, il y a des déficits de zones. Il y a des parties du Vieux-Rosemont qui se sont largement développées. On peut descendre juste un petit peu plus bas sur Angus. Il va y avoir 350 nouveaux logements abordables et pas abordables qui vont arriver. Il y aura des familles. Donc, qu'est-ce qu'on fait ailleurs dans le district pour offrir aussi cette chance-là d'avoir un beau centre comme ici, mais d'en avoir, il va falloir le réfléchir parce que le district s'est développé, puis il faut qu'il y en ait un petit peu partout de ces accès-là faciles au sport et au loisir, et aussi sur des horaires larges, hein? Donc pas juste après l'école, donc voilà. Parfait. Merci. Monsieur Demers-Dubé. J'aimerais vous parler rapidement de mon collègue Jocelyn Posé, qui se présente dans le district de Marie-Victorin. Il a travaillé pendant 25 ans en loisirs. Il a été à la tête et il a piloté la toute première politique de loisirs de la ville de Montréal que Projet Montréal a développé, qui mise essentiellement sur des loisirs communautaires 4 saisons, un prêt de matériel, tout sport, tous azimuts pour la population qui en a besoin et qui travaille en partenariat avec les organismes 0-99 ans. Donc, au niveau de ce que Projet Montréal fait pour les loisirs dans l'arrondissement, puis plus spécifiquement dans le district, on est vraiment au rendez-vous. Merci. On va enchaîner avec une question concernant l'agriculture urbaine. Madame Claire Chaume. On passe du loisir à l'agriculture urbaine. Bonsoir. Donc, je m'intéresse vraiment beaucoup au projet d'agriculture urbaine et j'aimerais entendre les candidats sur c'est quoi leur vision du développement de l'agriculture urbaine, leur définition et concrètement, dans le Vieux-Rosemont, qu'est-ce que vous avez à proposer? Merci. Ça va être difficile de le faire en seulement 1 minute 30. C'est parti. Qui se lance? Moi, je vais être super honnête. J'y crois. J'ai des amis personnellement qui travaillent dans le domaine, mais je ne vais pas m'inventer une expertise, surtout avec mon collègue qui est juste à côté. Je crois que je peux faire preuve d'humilité et de dire que c'est quelque chose, des initiatives qu'il faut développer, mais à la question finale qu'on nous posera, qu'est-ce qu'on aimerait apprendre dans la prochaine année, probablement que ça pourrait faire partie des choses que je pourrais apprendre. Je ne vais pas m'inventer une expertise que je n'ai pas. Je la poserai pas, celle-là. Monsieur Oh, allez-y, elle vous tend la perche. L'agriculture urbaine, c'est probablement un des gestes les plus politiques qu'on peut faire. Puis c'est ce qu'on fait en politique municipale, on décide comment est-ce qu'on utilise notre territoire. Et quand on décide d'utiliser notre territoire pour nourrir la population qui s'y trouve, pour lui donner les outils et les ressources de choisir culturellement ce qu'on va faire pousser, économiquement ce qu'on va faire pousser et socialement comment on va créer notre tissu social autour de l'alimentation, c'est probablement un des gestes politiques les plus beaux qu'on peut faire, je pense. Je reviens à Beaufaction-Rosemont. Beaufaction-Rosemont gère 19 jardins collectifs et communautaires. C'est extraordinaire. Ça nous en prend plus dans le district du Vieux-Rosemont pour nourrir notamment leur cuisine et leur cuisine collective et le resto populaire de Rosemont qui va ouvrir éventuellement. Je crois aussi énormément en une approche entrepreneuriale de l'agriculture urbaine parce que oui, l'agriculture urbaine, ça se fait en plein sol, mais ça se fait aussi de d'autres façons. Ça se fait sur les toits. Un de mes clients a longtemps été les fermes Loufa. J'ai moi-même conçu des serres sur toit dans différentes villes du Québec. J'y crois énormément parce qu'on utilise des espaces qui sont sous-utilisés pour produire 10 fois plus de nourriture avec 90% moins de ressources. C'est nécessaire d'encourager l'entrepreneuriat aussi en agriculture urbaine. Et plus que tout, je reviens avec ça. Jour 1 de mon mandat, je lance un PDCN, une politique de développement de
communauté nourricière pour mettre en lumière les forces vives en agriculture urbaine et en alimentation dans le district du Vieux-Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, pour qu'on identifie ce qu'on a comme force, qu'on mutualise nos ressources et qu'on développe notre district et notre arrondissement autour de l'alimentation. Merci. Madame Pintal. Ben, oui, vous avez raison, parce que, en effet, pour l'avoir vécu avec les fermes Noufa, moi également, on a travaillé ensemble sur la possibilité d'utiliser les toits, notamment des bâtiments qui sont encore à construire. C'est pas nécessairement simple de le faire sur des bâtiments déjà existants, mais parce que, en effet, il y a quand même des jardins communautaires où il y a de l'agriculture urbaine qui est très, très importante. On peut encore en développer, mais je pense que l'avenir nous amène à se dire que s'il y avait, en effet, dans une certaine réglementation, une obligation pour les nouveaux édifices qu'on va construire, d'amener cette nouveauté, c'est pas si nouveau, de faire en sorte que les toits servent à l'agriculture urbaine, ce serait assez formidable. Et je crois qu'il y a des commerçants, des restaurants, des gens qui fournissent justement cette alimentation-là. Il y en a qui veulent être partenaires, qui veulent faire partie de ce développement-là qui est totalement innovant. Vieux-Rosemont a toute cette capacité d'être innovant en la matière. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va encourager de manière peut-être plus spécialisée, parce qu'effectivement, Olivier a sans doute un organisme que je connais moins, mais qui est plus proactif. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on puisse le devenir aussi, parce que c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir pour un district comme Vieux-Rosemont. Merci. On va enchaîner avec un bâtiment que tout le monde connaît sur la rue Masson. La thématique, c'est bâtiment historique. La question, c'est Aurélie. Un bâtiment historique, oui. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Un petit punch, là, vous allez être surpris par le bâtiment historique. En fait, je ne pensais pas poser cette question, j'en avais plein d'autres, mais vu votre introduction sur notamment la rue Masson, en parlant d'historique, on a notre belle verrue, le poulet frit Kentucky, juste à côté de la caisse. Et vous l'avez tous dit, comme quoi vous avez la rue Masson à cœur. Et moi, je vis plus dans l'Est. Et combien de fois je me dis, ah, mais il faudrait passer Saint-Michel. Puis là, j'entends que ça passe jusqu'à la 17e avenue, puis qu'on va faire quelque chose de beau. Mais il y a quand même ce bâtiment qui est une horreur, à part pour la nuit de l'Halloween, j'ai envie de dire. Je sais que c'est un terrain privé, en tout cas, on s'est quand même renseigné. C'est quoi votre pouvoir d'agir? Parce que même si on fait l'aqueduc, qu'on rend beau, qu'on fait des placettes, en tout cas tout ce que vous avez comme beau programme, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? Qu'est-ce que vous avez comme pouvoir pour relier nos deux morceaux de maçon et faire une vraie belle rue? Jusqu'à P9, mais on va s'en contenir jusqu'à la 17e. Donc, qui veut se lancer avec le PFK? Mais ça fait combien de temps là, que ça meurt, ce projet-là? Ça fait 16 ans que j'habite. Ben voilà. Et on pourrait en nommer d'autres. Il y en a un qui n'est pas très loin, c'est Masson 12e Avenue. Là. Est-ce que c'est un ancien Dunkin' Donuts? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là aussi, c'est une verrue. Là. C'est vraiment... C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Bon, ben c'est ça. Alors, je suis assez étonné, moi aussi, de voir encore ces bâtiments-là qui ne sont pas occupés, détruits, reconstruits. C'est ça, la rue Masson. La rue Masson a un tel potentiel. J'entendais quelqu'un tout à l'heure dire... Elle pourrait être comme la rue Sainte-Catherine. Puis moi, j'étais malheureusement déçue quand j'ai vu que, je pense que c'est un journal sur le tourisme montréalais qui dit, enfin, il nomme toutes les avenues qui sont les plus intéressantes touristiquement parlant, il ne nomme pas la rue Masson. Et là, je me dis, elle a besoin d'amour, cette rue-là, et il faut le faire avec... Moi, je vais rencontrer, c'est pas le président, mais un des partenaires de la Société des commerçants, Mathias Richard, qui s'occupe des cafés Pista et qui demande justement une amélioration du transport en commun, parce que c'est très, très lent, et qui demande justement de tenir compte de ce désir d'embellir les façades ou de démolir ce qui est laid, et de faire en sorte que cette rue-là puisse, jusqu'à P9, et vous l'avez dit, être la porte d'entrée vers le jardin botanique et une autre forme de transport en commun, dont le métro P9. C'est incroyable comment il y a du potentiel. Moi, je vous jure, si vous élisez Ensemble Montréal dans 4 ans, je le souhaite, parce qu'on va abolir tout ce qui est long comme permis, tous les paliers municipaux qu'il faut franchir pour pouvoir construire. Et dans 4 ans, on pourra se reparler si jamais c'est fait. Mais moi, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Merci. Donc,
Premièrement, je crois qu'il n'y a pas assez de côté dissuasif à se garder un terrain inoccupé ou une bâtisse inoccupée. Donc, c'est sûr qu'avec Transition Montréal, on le dit, il faut mettre des taxations élevées au niveau des bâtisses inoccupées, des terrains inoccupés. À un moment donné, on peut pas laisser ça comme ça, effectivement. Si on parle de la rue Masson, de sa revitalisation, j'y abonde, je suis d'accord. S'il vous plaît, faisons-le avec le souci de s'assurer d'avoir une diversité de commerces et d'avoir de l'économie locale. Pour y arriver, il va falloir sortir des immeubles et des terrains du marché spéculatif. Parce que quand on laisse ça dans les mains de la spéculation, on le voit quand même. On aime la rue Masson, elle est belle. Mais pour aller sur la rue Masson, présentement, il faut avoir faim. Parce que plus ça va, plus un commerçant local qui veut rester ou s'implanter, c'est de plus en plus difficile. Il faut être une grande chaîne pour pouvoir venir s'installer. On dit on veut dynamiser l'est de la rue Masson. Il faut pas oublier qu'en économie, en commerce, pour amener des gens sur une rue, ça prend des grands achalandeurs. On a la chance du côté ouest, il y a Maxi, il y a la SAC et il y a le Rona. C'est ça. Si tu as des grands achalandeurs, ça amène quand même des gens, puis on y va. Donc, il faut quand même être conscient que de l'autre côté, quand on veut revitaliser, il va falloir le réfléchir, cette revitalisation-là, et pas juste dire on fait ça beau, on y va et on laisse ça à la spéculation parce qu'on va perdre. On n'aura pas plus de diversité et on n'aura pas plus de commerces locaux. Et les gens que ça fait longtemps qu'ils vivent dans le quartier nous en parlent. Ils disent, on a vraiment une perte de diversité. Ils se souviennent de l'époque où est-ce qu'ils pouvaient aller s'acheter des choses de tout acabit. Et présentement, je vous rappelle, je suis fatigante avec ça, mais le vieux Rosemont est pluriel. Et présentement, la rue Masson, elle devient de moins en moins plurielle. Alors, est-ce que la rue Masson, 60% des gens qui la fréquentent viennent à pied et le font à 10 minutes de marche? Est-ce que les commerces qui vont s'installer sur notre rue Masson vont rester accessibles à tous ceux qui habitent proche de la rue Masson? Et pensons à qui habite présentement de l'autre côté de la Saint-Michel. C'est ce que je souhaite pour notre rue Masson. Merci. Monsieur Demers-Dubé. Je vais être d'accord, c'est une verrue sur la rue Masson. On s'en sort pas, c'est ça. On le voit, on a des yeux, on le marche, on le vit. C'est une verrue. Après, il y a des tristes réalités. C'est un propriétaire privé qui s'en sert encore et malgré tout comme stationnement les soirs et la fin de semaine pour ses activités commerciales qui ont lieu sur Saint-Michel. On sait à qui ça appartient. Ce qu'on peut faire, et on va le faire, on va imposer davantage de taxation parce que c'est inoccupé. On va mettre en place les taxations sur les bâtiments qui sont vacants. Mais je pense qu'il y a une nouvelle fonction aussi au conseiller puis ou à la conseillère de district, c'est d'avoir un leadership auprès du propriétaire. On sait, parce qu'on lui a déjà parlé, qu'il est prêt à vendre. Il y a ses conditions. Je pense qu'on est capable de négocier de façon intelligente avec le propriétaire pour présenter un projet qui est gagnant-gagnant, pour sortir cette espèce de verrue-là de notre quartier avec un projet qui est porteur, avec du logement hors marché, du logement social, de la place pour des commerces qui sont locaux, qui sont sociaux. On a cette capacité-là. Pourquoi maintenant l'Est de Rosemont n'est pas encore aussi développé? La SDC, la Société de développement économique, a décidé qu'elle arrêtait ses activités à la 12e avenue. Donc, elle n'agit pas sur l'Est de Rosemont. Il y a des solutions pour ça. On peut élargir, on peut aussi créer des nouveaux regroupements de propriétaires commerciaux qui vont de la 13e à P9. Moi, je l'ai marché, je leur ai parlé, ils sont prêts à le faire. Et au premier jour de mon mandat, je m'engage à lancer non seulement les consultations publiques et riveraines nécessaires pour savoir quel commerce on veut à l'Est de Rosemont, mais profiter de toute l'économie sociale qu'il y a dans Angus et qui n'a pas pignon sur rue pour essayer de les attirer aussi dans l'Est de Rosemont où ils souhaitent avoir pignon sur rue. Merci. Ça va faire une grosse première journée, ça. Je vous envoie des questions express du web. Il y a Charles-Olivier, il y a Rémi, il y a Lac Dao, puis il y a Léo qui ont posé des questions. Fait que je veux des réponses extrêmement courtes. Ça veut dire oui, non, puis un bout de phrase, là. Fait qu'on va commencer par une question très concrète, très, très simple. J'ai peur pour le futur de ma fille. Allez-vous augmenter nos taxes? Oui ou non? Répondez.
L'inflation, ça, non. Soraya Martinez s'est engagée à ne pas augmenter les taxes plus que l'inflation. Sauf l'inflation, l'IPC. C'est l'IPC, exactement. Parfait. Projet Montréal? Luc Rabouin s'est engagé à augmenter de maximum 2 à 3 %, c'est-à-dire de faire prendre le risque à la ville des surinflations pour justement travailler au budget des Montréalaises et des Montréalais. Parfait, merci. Et à geler les taxes pour les commerçants aussi, dont le rôle est à moins de 1 million. Parfait. Mme Corriveau? Alors, je vais être honnête. C'est pas le chapitre que j'ai étudié, mais connaissant l'affaire, je dirais, je vais faire ce qui était là au début, je vais faire comme Manouane, taxation. Donc, je pense qu'on limitait la hausse de la taxation, puis on va plutôt chercher notre argent autrement. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Parfait, c'est bon. Riba pose une question encore plus simple. C'est un oui ou c'est un non? Est-ce que vous habitez Rosemont? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous habitez le Vieux-Rosemont? J'ai habité le Vieux-Rosemont, moi, pendant à peu près 12 ans. Oui, non? J'habite Saint-Édouard actuellement, mais j'ai habité Masson 4e et Masson 9e. Okay. J'habite 5 maisons en haut de la rue d'Endurant, donc non, mais à 5 maisons, donc je vis ma vie dans le Vieux-Rosemont. Vous passez le test. Question suivante, là, on rentre dans la propreté. Caca de chien, partout. Pouvez-vous arrêter ce fléau? Comment, quand? Réponse courte, s'il vous plaît. Hein? Savez-vous quoi? Dans mes premières journées de porte-à-porte, c'est un sujet qui a été abordé avec moi. Et on en est venu à la conclusion avec les gens qu'on a parlé que ces débats-là au niveau des chiens demandent... En fait, c'est pour moi la réalité de travailler le vivre ensemble. Donc, on règle ça comment? En créant des activités, parce que je le sais où ça se passe présentement. Il faut créer des activités de vivre ensemble. Quand on se connaît mieux entre voisins, on réussit aussi à mieux se respecter avec ces enjeux-là. Merci. Les autres? Je vais... Allô? Oui. Okay. Je vais abonder sur ce que Mme Corriveau dit. Il y a une question de civisme. On est dans un déficit de civisme flagrant à la grandeur de l'île, voire de notre civilisation. Il y a quelque chose qui doit être fait. Puis je pense qu'on peut l'attaquer en partie par un leadership positif et empathique. Je pense que ça, par osmose, on peut amener un changement qui est positif. Mais j'aimerais rappeler qu'on s'est engagé à déployer une brigade propreté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les secteurs achalandés de l'arrondissement de Rosemont et du district du Vieux-Rosemont pour y contribuer de façon très efficace. Merci. Mme Pétan. Excuse, vous avez compris un très mauvais rhume qui s'est jeté sur le larynx. Les parcs à chiens, hein, c'est ça? Mm-hmm. Parce que je toussais tellement que j'ai rien compris. Les caca de chiens, en fait. C'est encore plus précis. Mais en fait, caca de chien, moi, ce que j'ai appris, et corrigez-moi si je me trompe, c'est qu'il y a eu plus d'investissement dans les parcs à chiens que pour l'itinérance. Et si c'est vrai et que ça continue, c'est clair que là, il y a une priorité à établir, puis c'est pour l'itinérance. Merci. On va enchaîner avec une question sur la culture, M. Denis Lefebvre. Ah ben, bonsoir, M. Denis. Bonsoir. Je suis le premier réjoui d'entendre parler de culture à un débat politique. Ça fait plusieurs auxquels j'assiste et il faut toujours que... Heureusement, M. Leclerc sort une question du chapeau qui me permet d'en poser une, mais que ça vienne des personnes qui se présentent aux élections, c'est très agréable. Donc, je me présente, Denis Lefebvre, je suis co-directeur artistique de la compagnie Tonon Mortaise. On parle d'organismes communautaires ici, on parle des services loisirs Angus Bourbonnière, mais on oublie souvent qu'il y a un magnifique pôle culturel. Ici, on est 8 organismes artistiques professionnels qui œuvrent dans Rosemont depuis... pour la plupart, plus de 15 ans. Alors, voici ma question. Considérant que l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie est le 3e plus populeux de la ville de Montréal, mais que le diagnostic sur les infrastructures culturelles est un des pires de la ville de Montréal, considérant également que plusieurs organismes artistiques et culturels professionnels œuvrent depuis plusieurs années dans le Vieux-Rosemont avec peu ou prou de ressources de la part de l'arrondissement, quelles sont les actions concrètes que vous serez prêt à mettre en mesure, de poser pour le bien-être des citoyens et les artistes de Rosemont, et pour que les œuvres artistiques professionnelles de ces artistes et de ces créateurs locaux circulent sur le territoire pour le bien des citoyens, des citoyennes, des familles et des enfants de Rosemont. Merci. Bravo.
Je pense que ma gorge va mieux. C'est le thème. Je vais compléter aussi. Je pense que vous avez vu que j'ai fait une annonce. Ensemble Montréal s'est engagé à investir 1 million pour la Maison Théâtre, qui va occuper en partie le Technopole Angus. Donc, en effet, le théâtre enfance-jeunesse, notamment, va être bien servi avec la Maison Théâtre. On espère que ça va se faire rapidement, encore une fois, en abolissant tous les paliers d'octroi de permis et de lenteur administrative. Mais je connais bien votre centre parce que je te connais et je connais des gens qui y sont. Je travaille d'ailleurs avec Dominique Marié et Marie-Hélène Côté en ce moment. Et c'est clair que ce dont j'ai parlé, l'investissement de 3 millions que Ensemble Montréal veut faire, ça touche beaucoup le type de maison qui, justement, regroupe tant d'organismes artistiques, autant pour mieux vous payer, que vous soyez mieux nantis comme artiste, que vous soyez aidé au niveau de l'accessibilité, que vous soyez aidé au niveau de la promotion. Et moi, je pense que aussi, je ne sais pas si vous allez en faire, mais des appels à projets pour amener l'émergence, à nourrir votre démarche. Parce qu'ici, il y en a des jeunes qui sont extrêmement créatifs, qui ne trouvent pas leur plateforme pour exprimer leur créativité. Alors moi, je trouve que c'est un projet indispensable et je m'engage, si je suis élu, et je vais être élu, à faire en sorte que vous ayez plus de financement et plus de moyens et plus de ressources surtout. C'est pas juste des moyens financiers, hein, c'est aussi des ressources pour vous permettre de bien accomplir votre mission. Merci. Qui veut enchaîner? Je peux le faire. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans le Vieux-Rosemont, on aime la culture, c'est ce qui nous fait vibrer. Tu sais, l'art, c'est aller vers l'autre, mais c'est aussi un voyage au cœur de soi, donc c'est vraiment précieux. Si on prend l'arrondissement au complet, c'est sûr que la Maison de la culture dans Rosemont, il faut travailler le projet. Oui, je l'ai dit, dans le Vieux-Rosemont, il n'y a pas de métro, mais on trouve quand même que les stations de métro, c'est des beaux vecteurs pour faire de la visibilité au niveau artistique. Au niveau des arts visuels, il y aurait des choses à faire là. On a dit on voulait augmenter le financement, c'est clair. On a des gros festivals, on est une métropole, mais localement, il faut soutenir et on va le faire. Je m'engage à le faire, on y croit. Et je reviens encore sur la vitrine culturelle. Alors, les méta de ce monde, c'est plus ça qui va nous faire voir. Donc, il faut faciliter l'accès, la diffusion des spectacles qui se font. Et finalement, j'y reviens encore, sortir des immeubles du milieu spéculatif pour pouvoir donner accès à des locaux à moindre coût. Où je travaille, il y a de la poterie, il y a plein de choses. C'est super intéressant, mais au fil des ans, depuis que je travaille, je les vois de plus en plus partir. À chaque hausse de loyer par le propriétaire privé, sont de moins en moins capables et j'ai vu fondre les gens qui sont là. Donc, il faut vraiment, si on veut garder ce côté-là, notre signature culturelle dans le Vieux-Rosemont et dans Rosemont, il faut investir, c'est clair. Merci. Monsieur Demers-Dubé. Évidemment, de notre côté, on s'engage à pérenniser l'abolition de la compensation de la taxe foncière pour les OBNL en culture et donner au service de la culture de la ville les moyens de ses ambitions pour réaliser notre politique culturelle qu'on a présentée déjà. Le Vieux-Rosemont, c'est un lieu qui est extrêmement riche en culture puis en art de rue aussi, notamment. C'est le lieu de fondation, entre autres, de Canettes de Ruelle, si vous le connaissez, qui est un festival de murales à ciel ouvert qui est à sa 9e édition. On est très fiers de l'avoir puis on va continuer à le soutenir. La réfection de Masson, c'est aussi l'occasion d'avoir des placettes publiques permanentes pour accueillir de l'art qui est performatif. Et donc, pour nous, c'est très important de continuer à soutenir ce type d'initiative-là. Maintenant, je vais quand même prendre une petite minute pour rebondir sur ce que Mme Pintal a dit quant à la Maison Théâtre. Nous, on n'avait pas prévu en parler parce que ce million-là, il était déjà prévu dans nos argents pour que la Maison Théâtre, projet qu'on travaille, que ma collègue Erika Alneus, en fait, travaille depuis plus d'1 an déjà pour qu'elle atterrisse dans Angus. Mais ce qu'on peut vraiment faire, nous, comme conseillers, conseillères de ville, pour être sûr que la Maison Théâtre puisse prendre sa pleine ampleur, ben, c'est des choses de conseillers, conseillères de ville, à savoir de travailler sur des débarcadères pour les autobus scolaires, à savoir notamment réaménager la rue Molson pour sécuriser les traverses pour les enfants pour qu'ils puissent se rendre à la Maison Théâtre et aussi travailler sur le transport collectif comme la 25 qui a besoin de partir du métro Préfontaine pour se rendre jusqu'à la Maison Théâtre pour pouvoir l'alimenter comme il se doit et de sécuriser les passages
de Sherbrooke et de Rachel pour que les enfants puissent y aller en pédibus aussi. Donc, c'est ça le travail d'un conseiller de ville pour que la maison théâtre puisse prendre sainement racine dans le district. Merci. On va enchaîner avec une question de Mme Thérèse Nattier concernant les trottoirs. Un instant, madame. Juste, on va vous prêter un micro quand même. Oui, on va vous prêter un micro. On vous prête un micro, madame. Pas de souci. Pour qu'on puisse vous entendre ici, mais aussi sur le web. Oui. Je n'ai pas l'habitude avec un micro non plus. Alors, je suis Thérèse Nattier. J'habite sur la 6e avenue, en arrière de l'église. Alors, je vais vous parler pour les trottoirs. Moi, je me déplace en déambulateur. Alors, j'ai tombé en 2021. J'étais sur la rue Masson et je voulais monter le trottoir 5e avenue et j'ai tombé là. On a beaucoup de problèmes, les personnes en mobilité réduite, pour aller sur les trottoirs. C'est mal entretenu et il y a des trous et c'est mal colmaté. Ensuite, il y a une madame qui est tombée, qui habite à la même résidence que moi, la maison Alléluia. L'année passée, elle s'est beaucoup blessée. C'est le trottoir 5e avenue, ça finit l'église et ça commence notre résidence. Il y a un gros arbre, il y a les racines ont monté, c'est sûr, alors il y avait un gros nivellement. Moi-même, j'avais beaucoup de difficultés à monter, à descendre, là, je veux dire, avec le déambulateur. J'aurais dû téléphoner, j'aurais dû être une personne plus responsable et téléphoner à l'arrondissement pour avertir qu'il y a un problème là, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je le regrette, mais cette dame est tombée. Alors, après, et là, ils sont venus colmater, là, je vais dire, ce qui est sur la 5e avenue, là, à côté. À la veille des élections. Peut-être pour les élections, peut-être aussi. Alors, il y avait Projet Montréal qui était là durant 8 ans, mais vous n'étiez pas là, monsieur, voilà. Alors je vais souvent sur la rue Masson quand je peux. Alors, chaque avenue, là, il y a toujours la même difficulté. Et surtout, quand je vais chez Jean Coutu pour monter, pour descendre du côté toujours nord. Mais là, pour traverser la rue, je dois faire des zigzags pour traverser la rue Masson pour aller chez Jean Coutu. Et samedi dernier, j'étais là, et en revenant vers l'est, sur la 5e, là, je vois un monsieur qui trébuche du côté sud. Alors là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Alors, il y avait un arbre, et autour de l'arbre, je pense qu'on appelle ça un treillis. Alors, le treillis était monté plus qu'un pouce plus haut que le trottoir. Alors, il a trébuché, il a même regardé pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Madame alors Nattier, là, vous avez le temps. Avez-vous une question pour les candidates, Madame Nattier? C'est fini là. Excellent. Alors là, vous avez le temps de le réparer, surtout le treillis, parce que l'hiver s'en vient, la neige va recouvrir ça, il n'y a personne qui va le voir. Alors, il y a encore du monde qui va trébucher. Alors là, la belle promenade Masson va fermer pour l'Halloween. Alors, messieurs et mesdames, sortez de vos tours d'ivoire, parce que là, vous n'êtes pas dans le tour. Allez marcher dans la rue avec les enfants pour voir qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir le treillis, là, c'est le temps de le réparer pour l'hiver. Voilà, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci, Madame Nattier. Donc, je vous laisserai répondre en une minute votre posture par rapport au trottoir. Qu'est-ce que vous allez vraiment faire dans les 4 prochaines années? Moi, je tiens à vous dire qu'on n'est pas dans des tours, d'ivoire. Madame, on n'est vraiment pas dans des tours d'ivoire. Je tiens vraiment à ce que vous m'entendiez. Parce que justement, quand on se présente comme conseillère de ville, c'est parce qu'on a envie de marquer le territoire. Les visites des RPA, des résidences pour personnes âgées, m'ont confirmé. Vous n'êtes pas la seule à le dire. Elles marchent, ces personnes-là. Elles font pas de vélo, là, puis elles ont pas d'auto. Elles marchent. Elles ont peur. Elles ont peur de marcher l'été comme hiver. Hiver parce qu'on déneige pas les trottoirs et on n'entretient pas les trottoirs. Et ça, c'est Rosemont a un Oscar comme étant un des arrondissements les pires
avec des rues mal entretenues, des trottoirs mal entretenus et du déneigement qui se fait souvent sur les pistes cyclables, alors que les trottoirs ne sont pas déneigés. Alors, ce qui fait que moi, je marche sur des pistes cyclables. Je suis pas gêné de marcher sur des pistes cyclables parce que je veux pas tomber. Alors, si vous saviez comme ça me touche, votre message, parce que on a des parents qui sont dans des résidences pour personnes âgées et on a peur à leur santé. Vous demandez de réparer cet endroit-là, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'ai un ami qui a fait une joke, qui est très drôle, faire un tournoi de golf sur la rue des Écarts, tellement il y a 18 trous. Et je pense qu'on va le faire. Parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, on peut pas même se promener en vélo. Moi, j'ai peur d'avoir des accidents, comme des gens qui ont des commotions cérébrales, qui se retrouvent à l'hôpital rapidement. Alors, on n'a pas à être fiers de ça dans Vieux-Rosemont. Puis je peux laisser Olivier parler au nom de son parti. Madame Corriveau, M. Demers-Dubé. Je veux juste dire quelque chose à vous trois, parce que je n'ai pas reçu mon papier hier. Il paraît que une personne est venue dans notre résidence apporter des papiers. Il a laissé ça à terre. Et ce matin, quand je suis sortie, j'avais une lettre là, pour aller voter, mais ce n'était pas à mon nom. Alors, ils ont mis tous ces papiers-là. Parfait. Message lancé au candidat pour l'aider à exercer son vote démocratique. Monsieur Demers-Dubé ou Madame Corriveau. Merci, Madame Nattier. Je laisserai la parole au candidat. Le temps file. Il y a des gens qui ont mis les papiers dans la récupération. Et moi, je n'ai pas eu mon papier. Moi, le papier que j'ai eu, c'est une autre personne qui est au qui est au deuxième étage et moi, j'habite au troisième étage. Je lui ai donné les papiers, mais les autres personnes n'ont pas reçu leurs papiers. J'aimerais juste vous rassurer, oui. Avant les élections, je m'excuse. Mais donc, juste, oui. C'est bon. Donc, Merci, juste Madame rappeler à tout Nattier. le monde, c'est le bon moment quand même de rappeler à tout le monde que vous savez, vous pouvez aller voter sans le carton parce Tout à que fait. nous n'aurons pas tous nos cartons malheureusement. Donc, Élections Montréal, la semaine passée, a décidé d'investir pour payer des firmes privées pour distribuer. Mais effectivement, quand c'est dans des résidences, dans des condos, des immeubles et tout ça, ça risque de ne pas être distribué. Merci, Mme Corriveau. Donc, voilà. Je vous incite très rapidement à répondre en moins d'une minute à la question de Le Mme trottoir, Nattier, je l'ai dit tout à trottoir, pour qu'on l'heure. passe aux questions Je l'ai dit suivantes. tout à l'heure, on doit s'assurer du maintien et que tout le monde, dans tous les modes, on puisse se déplacer de façon sécuritaire. Je le sais que c'est pas sexy avoir ce rôle-là, mais c'est le rôle d'un conseiller de ville de s'assurer que les trottoirs de son district sont praticables. Je suis une piétonne temps plein. Je vais travailler à pied. Merci, Donc, Mme Corriveau. Monsieur Demers-Dubé. Je partage. Merci pour le partage. Franchement, merci beaucoup. Puis je vais vous dire pourquoi c'est important de le signaler. C'est important de le signaler parce qu'on travaille très fort à l'arrondissement pour qu'il y ait un maintien minimal des actifs pour pas que vous vous blessiez quand vous circuliez. C'est très, très, très important. Pour celles et ceux qui pensent qu'on fait rien, je veux juste vous dire qu'on a fait la réfection de 122 000 mètres carrés de chaussée puis presque 4 300 mètres carrés de trottoir. C'est l'équivalent à peu près 16 terrains de soccer dans l'arrondissement. C'est énorme. On ne chôme pas du tout. On y va par priorité avec les ressources qu'on a. Comment est-ce qu'on priorise? On priorise quand on a des communications qui viennent de la part des citoyennes et des citoyens ou quand nous, comme conseillers, conseillères, on marche le territoire. Fait que merci de l'avoir signalé. Je l'ai pris en note. Puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la réfection de Masson, qui a 120 ans, va énormément aider de façon tous azimuts pour la sécurité. Il va y avoir des trottoirs doubles, ils vont être aplanis. Et on a aussi en place, puis j'encourage tous les commerçants et les commerçantes à en bénéficier, un programme de 40 000 $ pour adapter son commerce, l'entrée de son commerce pour qu'elle soit une entrée universelle. Donc, pendant la réfection de Masson, merci, investissez M. pour ça. Demers-Dubé. Merci. Je veux juste dire, parce que j'ai pris ça en note, là. J'ai fait mon travail de citoyenne. Je l'ai pris en note. Pour les treillis, c'est entre 28, 22 et 2024. Réparer ce treillis avant l'hiver, avant la neige. Merci. Merci, Mme Nattier. J'inviterai M. Gérard Briand à venir poser une question dans un autre registre. Mon nom est Gérard Briand.
Micro, s'il vous plaît, pour M. Briand. Merci. Encore. Alors, Kwekwe, mon nom est Gérard Briand. J'habite dans Vieux-Rosemont, le vieux Rosemont, au coin de Charlemagne et Montréal, depuis bientôt 33 ans. Dans les 20 dernières années, bien, j'ai un grand sentiment d'appartenance à ma communauté Innu du Lac-Saint-Jean, qu'on appelle le Kataku-Imacheta. Alors, on a une population de 7000 habitants et il y a 70% des gens qui sont à l'extérieur de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ce Kataku-Imacheta, ces conseillers municipaux-là, ont l'avantage de travailler à différents niveaux. L'éducation, la santé, les routes et tout ça, là, quand il y en a. J'ai travaillé pendant les 4 ou 5 dernières années avec la Maison des REL, dont on a parlé tout à l'heure, et ça pose la question, à mon avis, après le bilan, c'est cette structure qui ne fonctionne pas de communication depuis plusieurs années entre les CIUS, la Ville de Montréal, les arrondissements. C'est pas comme aux États-Unis, par exemple, où il y a une culture beaucoup plus forte de travailler à ces paliers-là. J'étais content de vous entendre, M. Dubé-Demers, concernant le travail qui a été fait pour acheter des terrains, mais vous comprenez que c'est une grande étape avant d'arriver là. Je veux revenir sur une question qui me touche énormément, c'est la question de l'intégration. Alors, j'habite depuis 36 ans, comme je vous le disais. Il y a quelques années, vous avez entendu parler comme moi de l'arrivée des réfugiés climatiques d'Haïti, où on a logé au stade olympique à peu près 8000 personnes. Ça a été extraordinaire. Ce qui a été très dur, je vous avoue, parce que je l'ai vu, j'ai vu des gens qui cherchaient des logements, tout ça, mais j'ai vu aussi des gens, comme ici, parmi nous, qui tiraient des roches à ces gens-là. Des gens de l'extrême droite qui sont toujours présents. Et ça, on a un travail à faire au niveau de nos partis, au niveau fédéral ou provincial, pour que ça cesse. Parce que je vous rappellerai que ces gens-là ont été nos anges gardiens durant la pandémie et qui ont travaillé avec des entreprises privées à vil prix. Et il faut que ça cesse. Maintenant, ma question, c'est tout à fait pour vérifier votre personnalité, en fait. J'aimerais savoir, peu importe le genre, peu importe le domaine, que ce soit politique, culturel ou social, j'aimerais que vous me disiez les 1 ou 2 personnalités et héros qui vous ont marqué dans votre vie. Contemporain ou historique? Ah, vous avez l'embarras du choix, là. C'est tout ouvert. 1 ou 2 héros qui vous ont marqué dans votre vie. Développez un peu, mais pas trop longtemps, il est rendu tard. Un homme, d'ailleurs, j'étais très contente, bravo Projet Montréal, parce que vous avez nommé un parc en son honneur, et c'est André Lavallée. Si je suis en politique maintenant, c'est grâce à André Lavallée et à Mario Fortin et à toute cette gang-là à l'époque. Mario Fortin, qui est évidemment celui qui a créé les cinémas Beaubien. On a parlé d'une entreprise à économie sociale. Et il m'a donné ce sens de la justice et du service public. On est devenus amis. Et moi, ça, évidemment, son deuil, le deuil que nous avons à faire d'un personnage aussi important, c'est M. Bixi, hein, après tout. Quand on parle de vélo, c'est quand même André Lavallée qui est M. Bixi. C'est un innovateur, c'est un visionnaire. Et parfois, je ne sais pas trop où aller, quand je fais du porte-à-porte et que j'entends des témoignages tellement déchirants, je pense à André Lavallée et je me dis, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors, pour moi, c'est un grand, grand modèle. Merci. Madame Corriveau, Monsieur Demers-Dubé, 1 ou 2 héros qui vous a marqué? Je le sais que pour ceux qui ont suivi les nouvelles, peut-être que la personne que je vais nommer, vous allez trouver ça surprenant, mais je trouve ça important quand même à le dire. Je viens de l'économie sociale, je viens de la marche du pain des roses, je viens à l'époque, je votais UFP et j'ai participé à des assemblées de cuisine au moment de la fondation de Québec solidaire. J'étais là au niveau de la marche des femmes mondiales. Donc, pour moi, c'est sûr que Françoise David, dans son ton, dans son inclusivité, dans tout ce qu'elle a fait comme travail dans ma vie professionnelle, elle nous a aidés à lever des dossiers et tout ça. Ça restera toujours pour moi un ton, une personne, quelque chose qui a marqué et changé ma vie depuis que j'ai 20 ans. Merci. Monsieur Demers-Dubé?
Je ne l'ai pas dit au départ, mais j'ai fait mes études de cégep, mon DEC, en études cinématographiques. Donc, je vais moi aussi prendre une personnalité publique qui a maintenant un nom de parc, Frédéric Bach, qui a créé le magnifique film L'homme qui plantait des arbres, qui est sorti l'année de ma naissance, en 1987. Ça a été pour moi et pour toute une génération de militants et d'écologistes la bougie d'allumage. Mais sinon, plus proche de moi, je ne peux pas passer sous silence ma grand-mère, Madeleine Demers, qui pendant 35 ans, bon an, mal an, s'est rendue au marché Jean Talon chercher ses plants de tomates Pink Lady à la dizaine pour nourrir toute sa famille. Et si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est que je suis composé au moins à 5% de sandwich aux tomates toastées de ma grand-mère Madeleine. Merci. Sur ces belles paroles et ces belles images, on va conclure la soirée avec le mot de clôture des 3 candidates. On va commencer justement par M. Demers-Dubé. 2 minutes comme mot de clôture. Oui. On l'a réalisé à travers tous les sujets de conversation ce soir. Le vieux Rosemont il est au front. Rosemont-la-Petite-Patrie est au front. Nos villes sont au front. Logement, itinérance, transport en commun, crise climatique, alimentaire. Et pourtant, la révolution urbaine de Projet Montréal est plus que jamais en marche dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Devant les crises environnementales et les vulnérabilités qui nous frappent de plein fouet, notre arrondissement embrasse l'action, la solidarité et l'audace. Pour Projet Montréal, les services publics qui constituent et fondent notre vie collective, ce sont les leviers d'une métamorphose écologique et sociale. De mon côté, après 15 ans de passé du côté de l'entrepreneuriat social, de l'innovation technologique pour soutenir notre sécurité, notre autonomie alimentaire et à faire du développement économique partout à travers le Québec, j'observe que la ville est déjà le prochain grand point de convergence des enjeux de notre temps. Les élus municipaux auront, au cours des prochaines années, le défi de faire évoluer le rôle, les structures et les outils de la ville pour répondre aux droits et aux besoins de qualité de vie des citoyens, aux caractères internationaux et attractifs de notre métropole et aux défis grandissants, pour ne pas dire les crises qui rament à contre-courant de ces grands projets. Il est capital que Montréal puisse compter sur le plus grand nombre de districts, d'arrondissements, d'élus conscients et conscientes de ces enjeux et prêts à s'investir à la hauteur que nécessitent ces transformations. Alors, si je suis élu, je souhaite accélérer la transition écologique, positionner l'entrepreneuriat et l'économie sociale comme piliers de la vie de quartier, consacrer plus de pouvoir et d'outils aux gouvernances citoyennes pour une démocratie participative locale et promouvoir un leadership de vision, d'action et d'empathie. Je vous ai parlé de ma grand-mère, je ne vous ai pas encore parlé de mes 2 grands-pères. Mon grand-père paternel est né à Saint-Jean-Berckman, Rosemont et Cartier en 1933. Il a été un des contremaîtres du stade olympique. Mon grand-père maternel a été un des premiers chauffeurs de métro de Montréal en 1977. La politique municipale, l'investissement pour moi, citoyen, c'est une affaire de famille. Et aujourd'hui, je souhaite le faire à travers ma nouvelle famille politique. Erika Alnéus, la reine de la culture à Montréal. Jocelyn Posé, le roi du loisir. Madame Josefina Blanco, qui est à la tête de la condition féminine au comité exécutif de la Ville de Montréal. Et Monsieur François Limoges, pour maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est conseiller depuis plus d'une décennie, qui termine son premier mandat comme maire, où il a créé des cœurs de quartier inspirants. Je suis plus que fier que Projet Montréal soit ma nouvelle famille et mon nouveau vecteur d'engagement citoyen. Merci. On va enchaîner avec Mme Pintal. Eh bien, je reviens à la culture, parce que la culture, c'est tout, hein. C'est un grand C. Il y en a qui ont lu sans doute les résultats du sondage léger qui dit que ça a été fait par Rideau, les arts et la ville et le réseau culture 360. 75% des Québécois, et ça inclut évidemment Vieux-Rosemont et Rosemont-Petite-Patrie, considèrent la participation à des événements culturels comme des éléments qui favorisent le vivre ensemble dans leur municipalité. Pour 72%, la culture locale, on a parlé du communautaire, des loisirs,
Tradition, fêtes, lieux emblématiques de rassemblement, artistes de chez nous renforcent leur sentiment d'appartenance à leur municipalité, à leur région, à leur district, à leur arrondissement. Ensemble Montréal est reconnu comme le parti qui investit le plus dans les projets culturels à grand déploiement, sans oublier la vie culturelle des quartiers. Soraya Martinez s'est engagée à décentraliser la ville de Montréal pour faire en sorte qu'il y ait des agents de liaison dans les arrondissements et qu'il y ait ces liens, justement, entre les arrondissements, les districts et la ville-centre. Ça nous prend ces agents pour faire rayonner davantage les talents de nos artistes, ceux de nos concitoyens, alors que, malheureusement, dans le cas de Projet Montréal, il s'est replié un peu sur lui-même et s'est concentré sur des petits projets de proximité. Soraya veut nous faire rêver et moi, j'ai envie de rêver Montréal avec vous. On parle très peu du rêve comme étant quelque chose d'inaccessible. Mais je crois que ce qui fait qu'on est vivant et qu'on est citoyen dans une même ville, c'est qu'on rêve ensemble un mieux vivre et qu'on cherche à devenir de plus en plus engagé. Et cet engagement social, moi, je l'ai trouvé chez Ensemble Montréal. Et moi aussi, je veux parler d'équipe. C'était mon but parce que je vois des gens qui sont là sous mes yeux. Donc, Rémi Deloum, qui se présente dans Étienne Desmarteaux. Ntoiri, qui a été formidable lors du débat sur Marie-Victorin. Notre mairesse, notre future mairesse, Sandra O'Connor, qui elle aussi vient de la culture, mais qui a aussi une grande feuille de route en entrepreneurship, et également Luciano, qui est du côté de Saint-Édouard, et moi, pour Vieux-Rosemont, évidemment. Mais je crois que c'est ça la force de Soraya, c'est de s'entourer d'une équipe très, très forte, qui parfois même la dépasse, elle le dit elle-même. S'entourer de gens qui ont une vision même parfois plus large qu'elle, mais c'est justement en s'abreuvant à cette vision-là que le collectif naît et qu'on peut faire naître aussi le vieux Rosemont, mais peut-être qu'un jour on va dire le nouveau Rosemont. Parce que Rosemont, c'est une ville, c'est un arrondissement d'avenir. Et c'est vrai que je crois que dans 4 ans, c'est ici que ça va se passer. Nous sommes vraiment déjà un arrondissement modèle et on peut encore le devenir davantage. Merci. Il faudra dire le nouveau vieux Rosemont parce que le nouveau Rosemont existe dans l'est de Rosemont. Pas mélanger les gens, là. Le néo-vieux Rosemont, ça c'est meilleur, c'est ça. On va clôturer avec Mme Corriveau. S'il y a une chose que travailler en économie sociale m'a permis de comprendre au cours des 25 dernières années, c'est que la force d'une communauté, ça repose dans l'équilibre, dans la complémentarité avec la vitalité de sa vie économique et la force de son tissu social. C'est complémentaire, c'est ensemble, ça doit le demeurer et c'est le défi qu'on veut relever et qui guette le district du Vieux-Rosemont. On veut le garder ouvert, accueillant, inclusif. Et des fois, quand on dit le mot inclusif, les gens peut-être qui comprennent pas nécessairement l'essentiel du mot inclusif, mais une fois une chercheuse me dit quelque chose de réellement inclusif, c'est quelque chose qui est pertinent et accessible pour tout le monde. Donc, quand on regarde et on prend nos décisions, c'est comme ça que je veux les prendre pour le Vieux-Rosemont, me dire ce qu'on propose aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent et accessible pour tous mes concitoyens et mes concitoyennes? Écouter, rassembler, oser faire ce qu'il faut pour que les changements se mettent en place, c'est ce que je fais depuis toujours dans mon engagement professionnel et personnel, puis c'est ce que j'ai envie de faire et de continuer de faire avec mon équipe de transition, mais surtout avec mes concitoyens et concitoyennes. Et pour ça, pour moi, ça passe par la création d'une assemblée citoyenne permanente. Ça fait partie de notre politique, ça fait partie des mécanismes à mettre en place. On le voit, il y en a qui existent, ça existe ailleurs dans d'autres pays. C'est des mécanismes qui permettent vraiment d'asseoir des gens de la communauté, de toutes les tranches, et c'est permanent, donc ce n'est pas juste ponctuel. Et donc, ça nous permet d'avoir des inputs, pas juste excusez l'anglicisme, là, du top-down, donc de façon permanente. C'est quelque chose auquel je crois et je m'engage. Donc, Luc, Simon, Étienne, Manoine, moi, l'équipe de Transition Montréal, pour moi, dans le fond, avec nos politiques, notre vision des choses, ce qu'on souhaite, c'est de ramener les politiques, nos décisions, sur ce qui devrait être l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est la population qui habite notre quartier. Comment elle s'y loge, comment elle s'y nourrit, comment elle s'y déplace, comment elle y travaille, puis comment elle s'y divertit. Donc, voilà. Et j'ai envie de dire bon 2 novembre.
Bien, merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. Merci pour votre générosité puis votre engagement. Je trouve que les échanges de ce soir, les candidats étaient vraiment intéressants. Je trouve que la démocratie est vivante et saine à Montréal, d'avoir autant de gens intéressés à s'investir dans la politique municipale. Merci aux nombreuses personnes qui étaient là puis aux nombreuses questions qu'il y a eu. Merci aux gens aussi sur le web. On se donne rendez-vous demain soir, c'est-à-dire le 21 octobre, pour la dernière soirée d'échange avec les candidats à la mairie de Montréal. Donc, c'est demain à 18h30. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, là? Non, mais c'est parce que c'est tous des futurs maires de Montréal qui est ici, là. Fait que ça y avoir la compétition dans 8 ans. Donc, en fait, c'est les candidats à la mairie de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, merci. Ils vont être 4, et puis on donne un rendez-vous demain soir, 18h30. D'ici là, ben, bonne fin de soirée. Merci, au revoir.